Évidemment, on marche sur un fil. Chaque destin est bancal et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale, chante Grand Corps Malade dans sa chanson Je dors sur mes deux oreilles. Alors pourquoi avons-nous tous tant de mal à les accepter, ces fragilités, quitte parfois à les cacher carrément? En cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui dure jusqu'au 26 novembre, le magazine Ombre et Lumière vient de publier un dossier spécial sur le thème suivant, dévoiler son handicap au travail, tout simplement, dans son numéro de novembre-décembre. Alors, question que nous nous posons en partenariat avec l'Office chrétien des personnes handicapées, faut-il être transparent sur son handicap au travail? Vaste question ô combien délicate, posée à nos invités autour de cette table dans Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Bonjour Guillemette de Préval. Bonjour. C'est vous le chef d'orchestre de cette édition du mois de novembre-décembre, Ombre et Lumière, journaliste que vous êtes. Bienvenue d'abord. Merci. Vous qui vous êtes attaqué, vous êtes colleté à cette question que vous avez posée à vos divers invités dans cette revue Ombre et Lumière. Nous sommes également en compagnie d'Alexandre Lababsa. Bonjour Alexandre, est-ce que j'ai bien prononcé Lababsa? Lababsa. Et bonjour, merci. Bonjour Alexandre, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes atteint d'une maladie psychique, précisément le trouble schizoaffectif. Est-ce que c'est bien ça ou pas? C'est ça, exactement. Trouble On schizoaffectif. peut résumer pour nos auditeurs en quoi En fait, c'est un mélange entre bipolarité, du coup des phases hautes et du coup de manie, et des phases basses dépressives, avec une hypersensibilité qu'on retrouve chez la schizophrénie. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça en tout cas. Mais vous pouvez rester quand même au travail. Vous maintenez un rythme de travail assidu malgré ces hauts et ces bas, si je peux me permettre ou pas? Oui, j'arrive, mais après, ça m'arrive d'avoir des phases basses, comme des phases hautes, mais j'arrive à... Ça dépend, enfin, j'avoue, comment je le gère. J'essaye de rester linéaire et de canaliser au mieux ces différentes phases. Et ce travail vous aide en ce sens ou pas? Oui, Comment mon c'est? travail m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, parce que dans mon entreprise actuelle, qui est une ESN, Donc une entreprise de services numériques au service des et particuliers et pas que. oui, et des clients, du gouvernement et des D'accord. clients, quoi. Enfin, ouais. Et il faut Plutôt savoir, pointu. oui, et il faut savoir que le management dans mon entreprise est assez particulier. Enfin, parce que c'est plus une forme de mentorat en fait, et que j'ai avec la relation avec mon manager, qu'un lien purement hiérarchique. D'accord. Du coup, par exemple, mon ancien manager, on habitait le même quartier, et avant là où j'habitais, et du coup, on faisait nos points hebdomadaires Ouais. ensemble, autour d'un café, d'un Perrier ou autre. Ouais, ça se fait chez nous, ça, les journalistes. On fait beaucoup de points hors bureau, de façon très informelle. Mais vous êtes en train de nous dire que finalement, les liens sont plutôt détendus, Oui, étaient plutôt totalement. Ouais. détendus, malgré cette présence hiérarchique, mais qui n'influe pas sur des mauvais traitements qui vous seraient faits. Parce qu'on connaît la maltraitance au travail habituellement, on parle même beaucoup en ce moment d'harcèlement au travail en tout genre. Alors on imagine forcément de prime abord que quand une personne est victime d'une quelconque forme de handicap ou de grande fragilité, Guillemette de Préval, c'est doublé, triplé, quadruplé, ces risques de harcèlement ou de mauvais traitement. Je n'ai pas de chiffre exact, mais en tout cas, c'est sûr que beaucoup témoignent que dire son handicap, c'est jamais une promotion, cette phrase-là, mais ça fait sens, parce qu'on dit fragilité, très vite, le mot handicap fait peur, et on se dit que la personne ne sera plus capable, ne pourra plus gérer certaines missions. Donc, on a peur d'être montré du doigt aussi, certainement. Oui, également. On a peur des répercussions et comment on va être perçu en fait par rapport à une personne en situation de handicap telle que moi. Est-ce que ça remet en cause notre compétence? Est-ce que ça nous remet en cause nos capacités? Est-ce qu'on va pouvoir tenir la charge, assurer, comme un peu tout à chacun, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui vous a marqué dans vos différentes interviews, chère Guillemette? Oui, par exemple, un autre témoin que j'ai eu au téléphone, qui habite à Bordeaux, qui est atteint lui, de troubles de la bipolarité. Et lui, voilà, il a un peu évoqué son handicap petit à petit, parce qu'il prenait des médicaments qui avaient des effets secondaires très importants. Par exemple, il devait quitter certaines réunions parce qu'il était pris de vomissements. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très lourd au quotidien. Et donc, il a petit à petit été quand même obligé de le dire pour
Enfin voilà, il lui disait sinon certains pensaient que j'avais pris une cuite la veille, donc c'est quand même pas très agréable Ouais, en d'avoir effet. ce Ouais. regard-là. Mais voilà, il disait sans accuser, il n'était pas tout dans une rancœur, mais il disait petit à petit le regard des gens, voilà, une certaine mécompréhension. Est-ce que quand on comprend pas forcément ce que ça veut dire le handicap chez la personne, on peut se dire bon, est-ce que là c'est de l'ordre du handicap ou est-ce que c'est un peu la mauvaise volonté de la Ouais, personne? Enfin, il y a une une certaine espèce de feinte. suspicion. Ouais. Et voilà, lui, il évoquait un peu une placardisation, enfin un peu une mise au placard, comment l'expliquer? Enfin, petit à petit, on lui donnait peut-être un peu moins de dossiers, enfin voilà, peut-être un peu moins confiance, sans que ça soit très explicite. Mais là, il sent qu'en tout cas, il est un peu mis sur le côté dans son entreprise et ce témoin, en tout cas, lui, cherche à quitter son entreprise. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Cadic-Gauthier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes médecin du travail à Rennes, bienvenue. Vous suivez justement les demandes en RQTH. Précisément, ça signifie les aménagements de postes de travail des travailleurs handicapés. Expliquez-nous en 2 mots ce que vous faites pour Alors moi, commencer. je suis médecin du travail, donc enfin, médecin de santé au travail. Je suis salariée d'un service de santé au travail qui a comme mission de suivre des salariés du secteur privé, tous les salariés du secteur privé, donc que ce soit des salariés qui soient valides, hein, comme on le dit dans le jargon, ou en situation de handicap. Je vais faire lors des visites obligatoires, puis autres visites, une évaluation de l'état de santé du salarié et essayer de voir si son poste de travail est adapté. Et s'il y a des nécessités d'adaptation de poste, c'est moi qui vais pouvoir accompagner le salarié et l'employeur, les conseiller tous les deux, pour essayer au maximum que le salarié puisse faire son travail dans de très bonnes conditions. Donc effectivement, je suis amenée à avoir des salariés qui sont bénéficiaires de l'emploi, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que ce soit par le biais d'une RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou s'ils sont porteurs d'une invalidité, une rente d'invalidité ou une rente d'incapacité dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Et sachant que cette obligation d'emploi, enfin en tout cas, n'est pas nécessairement connue de l'employeur. Je vais aussi voir des gens qui sont valides en début de parcours professionnel et qui, au décours de leur vie, vont, on va dire, devenir porteurs d'un handicap. Et là, je vais les accompagner justement pour essayer au mieux qu'ils puissent continuer leur travail ou qu'ils puissent en tout cas rebondir pour continuer à travailler. Alors, c'est vrai que vous l'abordez dans votre magazine. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation de votre travail. Guillemette de Préval, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on apprend, c'est que la maladie psychique reste la plus taboue au travail. Il y a une sorte de double honte, de double peine. J'ai presque envie de m'adresser directement à Alexandre, qui est avec nous, et qui nous témoigne un petit peu les difficultés, c'est vrai, Ouais, je pense à que vous être dévoilé. il y a beaucoup de tabous, enfin, c'est le plus tabou. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stigmates et d'idées préconçues, de fausses croyances là-dessus. Entre On- guillemets, qu'il y a un on fou a- dans l'entreprise, c'est un peu Ouais, ça, on hein? a, par exemple, sur la schizophrénie notamment, on a peur qu'une personne schizophrène est potentiellement dangereuse, alors qu'en général, en fait, une personne schizophrène, c'est une personne qui souffre énormément. Après, ça reste un handicap invisible. Ouais, Je rappelle que 80% des handicaps sont sont invisibles. invisibles, hein, parce qu'on apprend aussi, ouais. Et en général, c'est plus une personne en souffrance et par rapport à ce qu'elle vit sur ses 5 sens. Enfin, je peux parler un peu de la schizophrénie. D'accord. Au niveau de la sensibilité, vous disiez tout à l'heure, c'est ça, Oui, hein, on peut ça se avoir joue, une sensibilité accrue, notamment, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des hallucinations D'accord. sur un ou plusieurs des sens, que ce soit auditive, visuelle. Et ça c'est très clairement, est-ce que oh, c'est une question qui est un petit peu annexe au thème de l'émission, mais ça vous pénalise parfois ou pas? Si vous avez des hallucinations au travail, etc., ça vous gêne pas trop? Vous arrivez à vivre avec Alors moi, j'ai jamais eu d'hallucination, enfin dans mon cas en tout au cas. travail? Ah oui, de tout court, pardon. Ouais, non, D'accord. mais par contre, je fais partie d'une association. Et du coup, je propose de l'entraide des gens cadres des groupes de parole euh, pour cette association. Et du coup, il y a des personnes qui se confient à moi, du coup, notamment qui sont schizophrènes. Et par exemple, le plus souvent, elles entendent des voix, comme si une petite voix qui leur parlait. Et ça peut être très perturbant et difficile à vivre. On peut l'imaginer. Très difficile à On peut vivre. l'imaginer. C'est un véritable tabou, effectivement. Et du coup, difficile à. Il faut vraiment une vraie raison. On attend évidemment d'une minute à l'autre Rémi Tellu qui va nous rejoindre dans ce studio, qui est lui-même atteint de la maladie de Parkinson. Alors,
je ne pense pas qu'on puisse le ranger dans les maladies psychiques, mais qui a mis 10 ans à révéler son handicap. On imagine un handicap invisible. Parkinson peut être visible, mais peut être aussi invisible, chère Guillemette. Et c'est vrai que Emmanuel peut témoigner également là-dessus. Quand c'est complètement invisible, ça doit être d'autant plus difficile de se dire « Allez, je prends mon courage à deux mains et j'y vais, je vais voir les uns les autres. D'abord, qui faut-il voir d'abord ? Peut-être c'est une bonne question à se poser quand on sait qu'on est victime par exemple d'un trouble psychique et que c'est peut-être le moment d'aller révéler d'aller révéler un petit peu les choses. Il y a une façon de le faire. J'imagine aussi Emmanuel Cadic-Gauthier. Hein. Oui, alors ça là, je peux intervenir. Je vais d'ailleurs donner juste une petite précision par rapport à la première intervention sur la schizophrénie, pour en discuter beaucoup avec mes collègues psychiatres. En fait, le patient schizophrène est surtout dangereux pour lui-même et pas pour les autres. D'accord. Donc ça, c'est quand même important de Alexandre est d'accord. Voilà, j'imagine bien. Effectivement, le handicap psychique, c'est quelque chose qui est encore plus invisible qu'un handicap physique qui serait invisible, style une lombalgie par exemple. Absolument. De lombalgique ou des gens qui ont des problèmes d'épaule, des problèmes articulaires. Le handicap psychique va, on va dire, se manifester sur des comportements, sur les savoir-être et non pas sur les capacités physiques, mais plutôt sur la façon dont on est on appelle les soft skills maintenant, c'est ça? Oui, alors c'est surtout on va dire les interactions interpersonnelles qui vont être différentes. Je pense que Alexandre le sait très bien, c'est la façon d'être soi-même et du coup c'est la relation avec l'autre qui va changer. Et la difficulté, c'est que quand l'entourage professionnel n'est pas au courant, on sait bien qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc du coup, il y a toujours des interrogations, disons que t'as vu, Alexandre, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre. Je me permets de prendre votre exemple, Alexandre. Oui, bien sûr. Parce que ça parle. Et effectivement, c'est souvent ça. C'est les gens qui viennent, en fait, ou les collègues de travail, le collectif de travail, qui s'interrogent sur la façon d'être du salarié. C'est vrai que là, je pense qu'il est indispensable, et je pense qu'on est en plus dans cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, sur une information, une sensibilisation au niveau des collectifs de travail, au niveau des services RH. Donc effectivement, on a maintenant dans les grandes entreprises des référents handicap qui sont formés et qui sont du coup, on va dire, plus à même de pouvoir déceler ces signaux faibles, ces petits quelque chose qui font que la personne semble différente des autres. Et c'est là où en fait c'est toute la difficulté de la révélation effectivement du handicap. Je pense que l'interlocuteur qui peut être intéressant pour les gens qui sont salariés, c'est le médecin du travail ou l'infirmier santé au travail. Pour commencer, d'accord, pour répondre à ma question. Effectivement. Oui, pour commencer parce que le médecin du travail et ses collaborateurs, puisqu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, moi je travaille avec une infirmière, cette révélation du handicap, elle va rester dans le cabinet. On est soumis au secret professionnel, au secret médical. Donc si la personne ne veut pas en parler, on n'en parlera pas. Donc c'est vrai que c'est quand même important que le médecin du travail soit au courant parce que lui, il va pouvoir conseiller le salarié sur la façon de révéler son handicap dans son entreprise, quels sont les interlocuteurs qu'il va pouvoir aller voir, puisque en fait, un médecin du travail, il va être responsable d'une entreprise complète, donc c'est-à-dire qu'il va suivre tous les salariés de l'entreprise. Il a un portefeuille, on va dire, d'entreprise, donc que ce soit du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle, à partir du moment où la personne est salariée, déclarée. Donc moi, je vais suivre des agents, je vais suivre des managers, je vais suivre les responsables ressources humaines. Donc je vais avoir un lien que, par exemple, le médecin traitant ne peut pas avoir avec l'entreprise. Oui, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a la question aussi du comportement du manager, parce que ça peut être facile, un peu comme dans les familles, c'est-à-dire que quand il y a une personne, un enfant dans une fratrie, typiquement, qui est différent des autres, comment faire pour ne pas faire à la fois ni de favoritisme, j'imagine que vous voyez de quoi je parle, Alexandre et Guillemette, ni de la distance excessive. Donc c'est Alexandre Labasbet, d'abord, vous avez mis combien de temps, vous, avant de le dire? Vous ne nous avez pas encore révélé.
C'était en fonction de. J'ai commencé à voir mon manager et je suis un peu une madeleine. Enfin, quand j'ai mes émotions fortes et des fois c'est un peu trop fort. Et mon ancien manager disait que j'étais une madeleine parce que des fois je pleure facilement, on va dire quoi. Où j'ai besoin d'évacuer le surplus d'émotions et Ouais. enfin, j'en ai parlé au bout de quelques mois après être arrivé dans l'entreprise quoi. Et ils se Genre, doutaient de rien? je ne pense pas, non. Peut-être, mais j'avoue, j'ai la mémoire un peu confuse. En tout cas, ça vous a fait du bien de le dire. Oui, ça m'a fait beaucoup de C'est ça bien. l'intérêt, Oui. déjà. C'est Et d'aller mieux. je me sentais en confiance avec mon manager aussi et libre d'en parler sans jugement et sans mauvais jugement, quoi. Eh bien, je vous propose de nous séparer en compagnie, si vous le permettez, de Jean-Sébastien Bach. Voilà, pour cet extrait des suites françaises Currente. Nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. Et nous parlons ensemble, en partenariat avec le CH, de cette question du handicap au travail. Faut-il, au fond, être transparent sur ses fragilités, son handicap en particulier dans le monde professionnel? Nous en parlons avec nos 4 invités, puisque Rémi Tellu nous a rejoint à l'instant, lui qui est atteint de la maladie de Parkinson. Et bienvenue Rémi. Voilà, j'ai envie Merci, de dire bonjour. bonjour avec votre magnifique voix. Vous avez une voix de radio et vous avez surtout mis 10 ans. On peut le dire, allez, hop, tout de suite, d'entrée de jeu dans cette émission. Vous avez mis 10 ans vous-même à révéler votre handicap. Pourquoi? Exactement, donc 10 ans avant de faire ce coming out. Donc C'est moi, ça? moi ça fait 12 ans que j'ai la maladie de Parkinson. Effectivement, ça m'a pris 10 ans pour en parler, notamment chez mon employeur, qui est BNP Paribas. Pourquoi si longtemps? En fait, le handicap, c'est pas, dans mon image en tout cas, puis pas que la mienne, c'est pas un booster de carrière. Au moment où j'ai été diagnostiqué, après une petite phase de foutu pour foutu, je me suis dit non, mais en fait, j'ai pas envie de ça, j'ai envie que ma vie soit bien, et donc j'ai réorganisé plein de choses. Et notamment, j'ai changé de job et je suis rentré à l'inspection générale de BNP Paribas. Et en fait, donc j'étais inspecteur pendant 3 ans, c'est-à-dire que j'ai fait des missions d'audit un peu partout dans le monde. Et moi, je me suis dit, bon, si je leur dis que j'ai Parkinson, je voyagerai plus. C'était pas du tout prouvé, hein, mais c'est en fait la croyance que j'avais. Et donc, voilà, donc j'ai mis un masque pendant une dizaine d'années, donc souffert en silence. Et puis en fait, au bout d'un moment, les symptômes augmentant un peu, c'est-à-dire le côté difficile d'arriver le matin, difficile de se concentrer, des gros coups de barre dans la journée, Ah ouais. des jours d'absence qu'on prend au dernier moment, parce qu'en fait, c'est des rendez-vous médicaux, mais on le dit pas. Bon, ça fait un petit peu Désordre. dilettante, pour rester Ouais. poli, si on est à la radio. Mmh. Et donc voilà, il y a plein de symptômes comme ça qui commencent à donner des mauvais signes, on va dire. Et du coup, au bout d'un moment, on se sent un peu, on se dit, bon, on finit par en parler. Ouais. Après, j'en ai pas parlé contraint et forcé, j'ai vraiment choisi de le faire, notamment parce que je commençais à avoir dans l'idée d'aider les gens dans ma situation justement à essayer de mieux vivre ça. Et de fait, en fait, donc, au moment où j'étais prêt à en parler, et quand j'en ai parlé, c'était une telle libération que je me suis dit, bon, définitivement, il faut que j'arrive à aider les gens dans ma position à ne pas souffrir 10 ans en silence, à porter un masque, etc. Ça a été une libération, si je peux, pardon de nous poser tous des questions un peu intimes, mais sinon on n'aurait pas organisé cette émission Exactement. qui est, je pense, essentielle aujourd'hui dans cette société si obsédée par la performance et la perfection. Ça vous a libéré parce que ça a été tout de suite bien perçu, parce qu'on pourrait imaginer que votre N+1, N+2, PDG, enfin PDG, en tout cas votre hiérarchie vous dise, écoutez, monsieur Tellu, ça va plus être possible en fait. C'est une très bonne remarque, parce qu'en fait, je dirais que donc quand on le déclare en entreprise, hein, j'avais au préalable, j'avais fait ce qu'on appelle la reconnaissance de qualité de travail handicapé, la RQTH. Vous l'aviez fait au préalable? Au préalable, en fait. J'ai fait au préalable parce qu'un jour, mon neurologue m'a dit est-ce que vous avez fait votre déclaration de travail handicapé? Je dis non, je suis pas handicapé. Ça va pas, je suis pas handicapé, voilà. moi. Donc il m'a dit asseyez-vous, je vous explique. Donc Parkinson, c'est considéré comme un handicap. Je dis, donc, ok, super. Donc non seulement j'ai Parkinson, en plus je suis handicapé. Bon, bref, entre le moment où il m'en parle, il se passe quand même 2 ans avant que je mette le pied dans une maison départementale des personnes handicapées. Et de là, il s'est encore passé après 2 ans avant que j'en parle. Donc j'ai gardé cette RQTH pour moi. Et en fait, donc le moment où moi j'étais prêt à en parler, en fait, j'ai réalisé quelque chose. C'est pas parce que vous avez fait le chemin que vous êtes prêt à en parler que la personne en face est prête à recevoir le message. Et alors, pour le coup, ça s'est vraiment passé extrêmement bien à 99%. Et puis il y a quand même ce petit pourcent
où je me suis retrouvé face à une personne. Moi, j'ai parlé 5 minutes et la personne a parlé pendant 1 heure. Je pense que j'étais un peu en panique. Je ne savais pas trop comment accueillir cette nouvelle. Et je me suis entendu dire des choses, parce que moi, je fais beaucoup de musique aussi, en plus de Ça ce que je s'entend, fais je sais par pas. ailleurs. Merci beaucoup. Et du coup, la personne m'a dit, ben, un jour, tu pourras plus manager, un jour, tu pourras plus jouer de musique. Voilà, c'était pas dit dans l'intention de nuire, mais voilà, c'est une parole maladroite, on va dire. Mais Qui vous a blessé, forcément. ouais, qui m'a marqué. Moi, après, j'ai Ouais. exorcisé ça parce qu'un de mes premiers neurologues m'avait dit, ah bah, vous jouez de la basse, en fait, il faut en jouer tous les jours, ça, votre traitement. Eh ben, dites-moi. Finalement, l'antidote venait ensuite. Exactement. J'ai envie de vous poser la même question, Alexandre, au fond. De la part de... Vous avez eu peur aussi, évidemment, peut-être à juste titre, hein, que votre manager vous exclue d'une certaine façon, au sens propre ou au sens figuré. Bah, j'avais surtout peur qu'on me refuse des missions, Ben oui, et qu'on alors? remette mes compétences en doute. Et en fait, pas Ça s'est du produit ou pas? non, pas du tout. Enfin, c'était plutôt assez bien accueilli. Bienveillant, on peut le dire comme ça? Vraiment, enfin, après, je pense que c'est vraiment propre à la culture de l'entreprise. Après, j'ai un contre-exemple. Dans mon entreprise, du coup, j'ai une référente handicap avec qui je m'entends très bien, même avec ma référente RH. Mais j'ai quand même des collègues à moi qui sont confiés, qui ont aussi un handicap psychique, mais n'ont pas encore osé en parler. Le fait que j'en parle, moi, assez ouvertement dans mon entreprise, pour déstigmatiser, pour un peu libérer la parole aussi, et pour oser en parler, parce que c'est pas évident. Et oui, il en faut une première, peut-être C'est guillemette. ça. Dans les témoignages que vous avez reçus, j'ai pas du tout vos témoignages présents dans l'ombre et lumière, mais il y a certainement, en tout cas, dans ce que vous avez entendu ou rencontré, des personnes qui ont été, je ne sais pas s'ils ont été exclus, mais en tout cas mal reçus par... je suis désolée de parler de ça, des choses qui fâchent, mais Ah oui, bien sûr. humain trop humain. C'est un petit peu le gros problème aussi de cette situation quand on le dévoile. Et donc, je vous évoquais le témoignage donc, de François qui est atteint de bipolarité à Bordeaux. Donc, lui, typiquement, même si ça s'est pas été extrêmement manifeste, mais voilà, il a bien senti qu'on mettait un peu de côté. Et pareil, j'avais un autre témoignage de Coralie, elle, qui est atteinte de trouble de la personnalité borderline. Donc, pareil, ça appartient aux maladies psychiques. Donc, c'est plutôt lieu à des humeurs très inconstantes, etc. Et elle, il y a vraiment pendant toute une partie de sa vie où elle mentait. Enfin, en fait, elle ne le disait pas. Alors que contre la vie, par exemple, elle voyait des psychiatres, etc., qui lui avaient dit, peut-être que certaines sphères professionnelles ne sont pas forcément pour vous, etc. Et son entreprise, elle ne disait jamais... voilà ce que j'ai, voilà ma maladie, parce que je sais que dans tous les cas, vous ne me prendrez pas... par exemple, à un moment donné, elle travaille pour être hôtesse de l'air. Et typiquement, elle n'en était pas fière, elle s'en vantait pas, mais elle disait, mais si je le dis, c'est évident qu'on me ferme la porte au nez. Donc en fait, c'est toujours un exercice d'équilibriste. J'imagine complexe, hein, ô combien un numéro d'équilibriste. Peut-être que c'est assez bien vu. Emmanuel Cadic-Gauthier, il en pleut des exemples comme celui-là ou pas? Je vais intervenir parce que oui, allez-y. Moi, j'en vois beaucoup. Donc moi, les témoignages, j'en ai, on va dire, à l'appel. Et à l'appel, puisque c'est mon exercice quotidien. C'est-à-dire que les gens ayant parce qu'on parle beaucoup de handicap psychique, là, mais je rebondis sur le handicap, les autres handicaps invisibles, parce qu'il n'y a pas que le handicap psychique, il y a un handicap invisible, mais il y a aussi effectivement les maladies neurologiques, comme effectivement la maladie de Parkinson, ou l'épilepsie, ou la sclérose en plaques. Notamment la sclérose en plaques, je vais en parler un peu plus, puisque ce sont souvent des femmes jeunes chez qui c'est découvert. Donc des femmes qui ont toute leur vie devant elles, qui sont quelquefois aussi en attente de grossesse. Donc ce handicap, on a souvent l'image de la sclérose en plaques de la personne qui est, comme il y a 30 ans, en fauteuil roulant, avec des troubles urinaires, avec des troubles de la vision. En fait, il faut arrêter d'avoir ce fantasme-là, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'information. Moi, j'ai des salariés qui sont atteints de STEP, donc de sclérose en plaques, et qui travaillent. Ouais, mais on pense à Marine Barnayas, par exemple, qui est venue témoigner ici d'ailleurs et ailleurs sur cette sclérose en plaques qu'il a atteint du haut de ses 25 ans et que l'on renvoie régulièrement à la télévision, ce qui prouve bien qu'on peut quand même cumuler un peu les deux, mais c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas simple.
c'est pas simple, mais effectivement, comme je disais, c'était le titre de l'article dans Ombre et Lumière, c'était il faut adapter le travail à l'homme. Et il y a quand même, c'est pas non plus une adaptation démentielle. Il faut arrêter de croire que si vous embauchez un salarié qui est en situation de handicap, ça va vous coûter cher, ça va être compliqué, ça va. D'ailleurs, on a des partenariats avec beaucoup d'entreprises ou d'associations ou des partenaires publics qui vont nous aider pour justement pouvoir faire bénéficier ces travailleurs d'aménagement de poste. Il y a quand même une prise en charge quand la RQTH est déclarée auprès de l'employeur par la GFIP. Donc on paye des cotisations en tant qu'employeur, les cotisations, elles vont servir pour la suradaptation du fait du handicap. Que ce soit un logiciel particulier, que ce soit un bureau particulier, que ce soit, comme vous disiez, vous, dans votre cadre de votre Parkinson, la mise en place d'un service de taxi. Donc ça, il y a des prises en charge qui peuvent être faites soit par la GFIP quand ce sont des petites entreprises ou quand il y a des grosses entreprises, notamment comme BNP, ils ont ce qu'on appelle un accord handicap. Donc en fait, ils peuvent mettre en place des choses. Donc là, nous, service de santé au travail, on est là pour conseiller les employeurs. Moi, j'ai plein d'exemples de révélations. J'ai même des exemples, il y a pas très très longtemps, de la RH d'une boîte d'informatique qui m'a appelée. Elle est aussi référente handicap, donc sensibilisée. Elle m'appelle parce que l'année dernière, lors de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, elle a fait une information sur la RQTH et il y a un de ses salariés qui venait d'être embauché, qui n'avait pas encore eu sa visite d'embauche, parce qu'elle doit être faite dans les 3 mois, et qui, devant l'écran de présentation, disait « Ah tiens, mais c'est vrai, moi j'en ai eu une quand j'étais plus jeune ». Et du coup, en fait, elle a réussi, il est venu la voir, et en fait, elle m'a contactée en me disant « Je voudrais que vous puissiez voir ce salarié-là, parce que effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Il s'absente des réunions, il s'isole, et en fait, c'est un jeune informaticien de 25 ans qui a un trouble du spectre autistique. Et avec elle, on était d'accord, un autiste dans une boîte d'informatique, c'est une pépite si on sait bien manager. Donc, du coup, en fait, elle me l'a envoyé pour qu'il fasse sa RQTH, en fait, et sachant qu'on n'a pas donné de diagnostic, et que lui, il a fait ça. Et j'ai dans cette même entreprise aussi un salarié qui a été accompagné par un partenaire extérieur, que je vais nommer parce qu'elle est super, c'est Gwenaëlle Brien de DCA Handicap, qui accompagne les entreprises pour justement l'inclusion des salariés porteurs de handicap invisible et notamment de handicap psychique. Guillemette de Préval, vous me disiez que dans les entreprises, c'est ce qu'on peut lire dans ce dossier, dans les entreprises françaises, il faut un quota particulier. Aujourd'hui, c'est depuis quand ce quota et de combien est-il ? Oui, alors depuis 2020, je révisais mes chiffres tout à l'heure. Voilà, donc à partir de 20 personnes, un quota de 6% de travailleurs reconnus handicapés. Donc dans toutes les entreprises françaises ? Dans toutes les entreprises françaises, oui. C'est une obligation. Une bonne nouvelle ou pas, les uns les autres? Qu'en pensez-vous, Rémi? C'était une espèce d'injonction. Les quotas, ça reste un quota. Hein. En fait, je trouve qu'il y a un quota. Évidemment, on peut se dire c'est pas assez, pourquoi on s'oblige. C'est un peu comme la parité, finalement. La parité, c'était un peu... Mais c'est toujours bien d'amorcer quelque chose. Donc les 6%, c'est bien. Parce qu'au moins ça oblige à le faire, ça oblige à réfléchir à comment on peut intégrer des personnes en situation de handicap. Et à se laisser surprendre quand on est manager, évidemment. Exactement. Après, moi, maintenant, cette RQTH, j'en ai une vision plus militante. C'est-à-dire, en fait, on me demande souvent est-ce que je dois me déclarer ou pas, etc. Moi, je dis dans l'absolu, oui, parce que si d'un seul coup, en fait, il y a 15% de la population active qui est en situation de handicap. Donc, si d'un seul coup, on est 15% à se déclarer, ça veut dire plus on est nombreux, plus on est fort, en fait. Donc, ce que comment dirais-je, pas j'évangélise, même si je suis radio Notre-Dame, mais ce que je dis dans mon jeu, le handicap contre-attaque, je dis déclarez-vous, en fait. Déclarez-vous, parce que, bon, à la base, on le fait pour soi, on le fait pour une situation de santé, voilà, parce qu'en France, on est obligé, donc si on veut avoir des aménagements, on est obligé de passer par ce processus. Mais moi, je dis aujourd'hui, oui, déclarons-nous, enfin parlons, quoi, parce que le handicap invisible, rendons-le visible. Le handicap invisible, il est aussi muet, personne n'en parle, en fait. Donc moi, je dis, donnons-lui la parole. Ouais, et puis ça peut apporter autre chose que ce qu'il
entre les lignes, ça apporte aussi, certainement, on en parlait de savoir-être, dans le relationnel, dans l'entreprise, certainement que ça apporte quelque chose les uns les autres qui veut s'exprimer sur ce sujet. Guillemette, vous sentez ça dans ce qu'on vous a raconté? Est-ce que ça apporte Ouais. individuellement ou pour l'entreprise? Collectivement, à Collectivement, l'entreprise, aux autres collègues, à l'état d'esprit de Bah, c'est vrai que ce l'entreprise. qui me marquait enfin Alexandre pourra aussi en parler, ou peut-être Rémi aussi, mais que lorsque la personne dévoilait son handicap auprès de ses collègues, très souvent il y avait quand même une sorte de cercle vertueux. Bon, pas tout le temps, hein, encore une fois, dans toutes les D'accord. situations, mais des collègues qui se dévoilaient peut-être un peu plus sur, pas forcément, n'ayant pas forcément un handicap, la personne elle-même, mais bon bah tiens, voilà, moi aussi j'ai un proche qui vit ça, qui souffre. Enfin, quand on accepte un peu plus ses vulnérabilités, ses fragilités, souvent ça a un effet un peu vertueux, où les gens osent un peu plus laisser Être tomber le eux-mêmes, quoi. masque et être eux-mêmes. Mm. Donc, C'est très c'est gagnant. quelque chose, je sais pas, dans une autre émission consacrée à un thème concernant le management. C'est vrai que peut-être aux États-Unis, je sais pas si je me trompe, vous qui avez beaucoup voyagé, Rémi, peut-être pourriez-vous nous répondre. Est-ce qu'aux États-Unis, la culture est plus justement, allez, on dit quoi? On dit sa vie, on parle de ses misères à la maison, on parle plus de ses fragilités peut-être qu'en France, où on a tendance encore à rester masqué, quoi. Hein. Non, il n'y a pas est-ce que c'est pas très français, au fond, ce masque que Ah, l'on se Alors, met, nous tous d'ailleurs, hein. il y a le côté, en fait, il y a un peu deux choses. Parce que donc, justement, le jeu que j'ai créé, donc je vais le déployer à Londres là, au mois de décembre, et je vais le déployer aux États-Unis l'année prochaine. Donc, du coup, je m'intéresse aux dispositifs handicap qui existent ailleurs. En fait, alors, en France, je sens qu'il y a vraiment, effectivement, c'est très caché. Donc, déjà, en France, on est daltonien. Enfin, c'est pas qu'on est daltonien, mais on voit pas les couleurs des gens. On n'a pas le droit de voir les couleurs des gens. On voit pas non plus leur handicap. À tel point que parfois des gens mettent des masques en disant: ah ben j'ai même pas vu que tu étais en fauteuil, parce que voilà, je fais tellement pas attention à ça. Enfin bon, là, c'est Ouais. des trucs un peu, je trouve un peu extrémistes, un peu débiles, mais bon. Et donc en fait, il y a vraiment, je pense ici un besoin d'en parler, mais pas d'espace pour en parler. Et c'est vrai que quand j'ouvre l'espace dans le jeu, bah, les gens s'engouffrent dedans, et il y a un vrai besoin d'échange. Et comme tu disais, Guillemette, en fait, dès qu'il y a quelqu'un parle, moi je me livre déjà dans le jeu, et ben hop, quelqu'un va en parler, une autre personne va en parler, va dire: bah, moi je pensais que Ça libère la parole, quoi. j'étais tout seul avec mon histoire d'enfant Ouais. handicapé, puis la personne s'aperçoit Et qu'il y a la boum. moitié de la salle qui a le même sujet, et personne s'en parle. Et c'est vrai que c'est très... et du coup, ça crée vraiment quelque chose libérateur, hein. d'assez profond. Ouais. Après, sur le modèle américain, c'est un peu... Je pense que les gens parlent beaucoup, mais un peu en surface, en fait. Hein. C'est pas... alors, par exemple, eux, ils voient toutes les couleurs. Hein, quand on fait des stats sur la diversité aux États-Unis, vous voyez vraiment toutes les gens, les Hawaïens, etc. Enfin, qui vient de quel truc? Les Blancs, les Noirs, etc. Nous, on fait pas ça du tout. Et eux, sur le handicap, ils parlent, ils disent des choses, mais je pense que ça reste un peu plus superficiel en termes de partage. Eh bien, je vous propose de nous retrouver ensemble, après Saint-Clair, évidemment, ensemble, que nous écoutons tout de suite, qui ne vous échappera pas, Rémi, tout de suite. Merci. Alors, précisons que nous sommes ici ensemble, non pas pour parler de ce concert, mais pour être transparent sur ce handicap au travail. Comment le dire? Faut-il le dire? Toute vérité est-elle bonne à dire? J'aimerais bien aussi vous poser la question. Donc, Rémi Tellu est avec nous, lui qui est atteint de Parkinson depuis assez peu de temps. Vous qui avez, depuis 12 ans, c'est ça vous me disiez tout à l'heure, hein, et Ouais. qui avez mis 10 ans surtout à le révéler. Vous qui êtes chez BNP Paribas, ça se passe toujours bien puisque vous êtes toujours chez BNP Paribas et que vous continuez à voyager dans le cadre de votre travail d'inspecteur général. C'est bien ça? En Voilà. fait, aujourd'hui, je ne suis plus... Justement, j'ai changé de job parce que j'ai créé donc un jeu qui s'appelle le Handicap Contre-Attaque, D'accord. un jeu de sensibilisation sur le handicap, un vie ma vie de la personne confrontée au handicap. C'est un jeu que BNP Paribas m'a permis de développer en interne. Et aujourd'hui, c'est devenu mon job à 100%, en fait. Donc, je D'accord. suis détaché à la mission handicap depuis 1 an, et donc je déploie ce jeu partout chez BNP, bientôt à l'étranger aussi, et je commence à le faire dans d'autres entreprises. Donc voilà, donc je passe aussi le message. Hein, voilà, ce jeu peut être fait dans d'autres entreprises, et c'est pour ça que je dis qu'en fait je fournis pardon, je fournis Ouais. un endroit où on me libère la parole, Ouais. et que les gens ont vraiment
besoin de parler. Ouais, et vous sensibilisez aussi, j'ai envie de vous donner la parole, Alexandre, sur ce point-là, puisque vous, de votre côté aussi, vous évangélisez, entre guillemets, d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises, à savoir, je crois, Orange et Veolia, c'est ça, Oui, tout à fait. sur l'acceptation, l'intégration, l'accueil, la libération de la parole autour de cette question du handicap Ouais, au travail. sur le thème du handicap psychique notamment, parce que je fais partie d'une association qui s'appelle La Maison Perchée La Maison Perchée, ok. et qui propose de l'entraide via de la pérédance par et pour les personnes atteintes d'un trouble psychique. C'est un modèle basé sur les alcooliques anonymes, pardon. Des groupes de parole. Les groupes de parole, oui, et du coup c'est un peu sous la même forme. L'association existe depuis 3 ans, du coup ça se passe en ligne et en hybride. Il y a un lieu qui a ouvert en février dernier. On s'enseigne sur Internet. C'est ça, Y a pas de numéro lamaisonperchée.org. Ok. Et du coup, j'encadre des groupes de parole dans la thématique de la schizophrénie pour ma part. Et du coup, j'apporte mon savoir expérientiel et une forme de soutien que moi-même j'aurais aimé recevoir dans des périodes où j'étais un peu pas où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de chemin. Mais Il y a eu des hauts et des bas, hein. c'est ça, On exactement. l'entend, Alexandre. Il y a eu effectivement des bas. Vous me parliez d'un rapport au réel, pas toujours évident encore aujourd'hui même, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Moi j'ai tendance pendant longtemps, une grande partie de ma vie, j'ai tendance à être spectateur de ma vie en fait. C'est-à-dire? Enfin, être un peu un point de vue, enfin, observer la vie défiler et sans vraiment interagir, réagir Avec les autres. avec les autres. Vraiment comme un point de vue, c'est particulier comme. Après, il y a ça, Comme si vous étiez incapable d'agir, quoi. C'est ça, hein. Vous étiez passif, quoi. c'est ça, passif. Ouais. Ouais. Du coup, au travail, forcément, c'est compliqué. Oui, et puis après, j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique. J'ai commencé à travailler à 27 ans, si je dis pas de bêtises. Bah, écoutez, aujourd'hui, en même temps, quand on voit la moyenne du premier travail, vous n'êtes pas très, très en retard, finalement. Mais bon, bref, en tout cas, ça a été chaotique. Vous y êtes arrivé, à la force du poignet, vous êtes un peu battu, même vous beaucoup battu, j'imagine, hein, Alexandre. Aujourd'hui, il faut se battre quand même. Quand on a un handicap et qu'on veut travailler, qu'on veut bosser, qu'on veut être intégré, l'un et l'autre, c'est sûr qu'il faut se battre. J'ai envie de poser la question à Emmanuel Cadic-Gauthier, qui est toujours en ligne avec nous, Emmanuel. C'est un combat quand même, hein, faut pas se mentir, hein. Oui, c'est un parcours du combattant même, je dirais. Ouais. Ouais. C'est le combat et le parcours du combattant. Et c'est vrai que je voudrais quand même insister. Vous parlez, il y a eu pas mal d'interventions qui sont dans les grands groupes, hein. Effectivement, où c'est plus facile. Je dirais que nous, en tant que service de santé au travail, on intervient beaucoup dans les TPE, PME qui représentent 80% des entreprises adhérentes au service de santé au travail. Donc, le service de santé au travail est vraiment un outil qu'il faut savoir utiliser. Et on est là, nous, notre mission, on n'est pas l'inspection du travail, on n'est pas là pour donner des injonctions, on n'a pas de pouvoir de décision, on est surtout là pour accompagner et conseiller les salariés et les employeurs. Donc nous, on a on va dire, cet accès direct aux dirigeants, puisque dans les TPE, PME, notre interlocuteur, c'est le chef d'entreprise. Donc, s'il y a une personne qui est en situation de handicap, s'il y a 4 salariés, on sait bien qui est la personne handicapée. Donc, on verra bien que cette intervention qu'on pourra avoir, en plus, au niveau individuel, va pouvoir avoir un bénéfice au niveau du collectif, parce que ce qu'on va mettre en place pour la personne qui est en situation de handicap, ça veut dire qu'on va améliorer les conditions de travail. Oui. Donc, ça va être tout le monde, parce que ça va pouvoir être finalement reproductible. Il y a plein de choses qui sont reproductibles. Et donc, on peut faire avancer le SMIC et l'amélioration des conditions de travail grâce à la révélation du handicap pour une personne. Ouais, et on a l'impression, entre les lignes aussi, qu'il y a une histoire de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a c'est vrai que paradoxalement, dans une grande entreprise, ça semble plus simple. Et en même temps, on peut s'imaginer le contraire de prime abord, Rémi, parce que c'est quand même le royaume de la performance. Si ça passe ou ça casse, en marche ou crève, quoi. C'est un peu l'image qu'on a a fortiori d'une grande banque comme BNP Paribas, quoi. Je plaisante en disant ça, mais en fait, il y a quelque chose d'assez lourd là-dedans, on imagine, hein, non? Oui, en fait, il y a une mission handicap qui fait un très gros travail justement de recrutement, de maintien dans l'emploi, hein, de pouvoir aménager les postes de travail. Et donc pour permettre aujourd'hui, en fait, chez BNP Paribas, on va dire sur le périmètre de la France, pour simplifier, il y a le fameux pourcentage, il est à 5,4. Puis il y a des efforts qui sont faits constamment là-dessus. Ça va dans le bon sens?
Ça va plutôt dans le Mm. bon sens, oui, ça va plutôt dans le bon sens. Et on verra à la fin de l'année si ce chiffre a beaucoup augmenté. Je me dis peut-être que mon jeu, il sera pour quelque chose. Mais en tout cas, il y a effectivement, alors le grand groupe, Ouais. c'est un peu, on va dire, c'est peut-être plus facile que la petite entreprise parce que il y a plus de, voilà, il y a plus de personnes. Le risque, si je puis dire, est un peu, entre guillemets, est un peu mieux réparti. Ouais. Il y a des moyens, on peut faire de la sensibilisation. On peut payer quelqu'un comme moi à ne faire que ça, par exemple. Donc C'est ça, juste. c'est quelque chose qui C'est un luxe, on peut le c'est dire. un hein. luxe, c'est carrément, mais même pour moi, parce que ça me permet de. Aujourd'hui, je suis redevenu une seule personne. C'est-à-dire que ma pathologie, c'est devenu mon travail, c'est devenu. Ouais. Voilà, donc comment je m'épanouis de cette façon-là. Et clairement, ce groupe, mais comme d'autres, propose vraiment des choses, des aménagements vraiment très, très forts là-dessus. Après, il y a toujours des lieux, des activités drivées par la performance où c'est toujours difficile parce qu'on se dit, puis surtout, on n'est pas obligé de communiquer son handicap, c'est secret médical, etc. Et quand on Ouais. voit son collègue qui a, je sais pas, il vient en taxi, tiens, pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Il a un jour de tétrail, pourquoi pas moi? Ouais. Oui. Ouais, tout à fait. Pourquoi il n'arrive pas ce matin? Pourquoi il fait pas Mm. ça? Donc voilà, et les gens qui ne parlent pas, moi je préconise à tout. Enfin, moi je suis vraiment pour tout le monde parle, quoi. Ouais. Et parce que dès qu'on cache les choses, voilà, on est tous humains, on est curieux, etc. Pourquoi il a plus que moi? Pourquoi j'ai moins, etc. Et on s'imagine des tas de génère des choses. tensions, exactement. Tout à fait, ça Ça génère peut des générer tensions. des tensions. Ouais. Toute vérité est-elle bonne à dire? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, mais je pense que par contre, la communication est la base de beaucoup de choses et on a tendance un peu à l'oublier, quoi. Ouais. Vaut mieux, à Mais- la fois, il vaut mieux plutôt plus communiquer que pas assez. Ouais, On est bien d'accord, Alexandre. Oui, je suis totalement d'accord là-dessus. Mm. Souvent, les problèmes ils viennent d'un manque de communication, une mauvaise compréhension de communication. Mais moi, j'en ai parlé à mon employeur et ça s'est bien fait. Et le fait que j'en parle, ça donne une dynamique. En fait, d'autres personnes ont envie d'en parler, ça déstigmatise. Et en fait, c'est aussi cet élan d'oser en parler qui me donne de la force et je reçois beaucoup de soutien, que ce soit professionnel ou D'accord. personnel, d'oser en parler. Par exemple, le podcast que j'ai enregistré avec le Guillemette et ma référente handicap, parce que dans mon entreprise, on a aussi une référente handicap, on a un accord handicap. Bon, moi, j'ai une RQTH en cours d'évaluation. Enfin, je ne l'ai pas encore, mais D'accord. j'ai déposé mon dossier. Mais déjà, je suis en ALD pour affection longue durée. Et grâce à cet accord handicap, j'ai le droit à quelques avantages qui sont, par exemple, moi, j'ai des congés autorisés payés pour mes divers rendez-vous médicaux. Par exemple, parce qu'il faut savoir aussi, je suis aussi épileptique. Du coup, je vois une neurologue aussi à côté. Et Ouais, donc ça prend du temps. C'est vrai que c'est mystérieux pour les collègues. Où est-ce qu'il est passé, Alexandre? Voilà, il part quand il veut. Personne ne dit rien, c'est quand même bizarre. Alors, il y a aussi en France encore ce flicage autour des horaires qu'il y a peut-être moins aux États-Unis. Mais enfin bon, ça c'est une histoire de mentalité aussi qui a du mal à changer, mais on y vient. J'ai l'impression qu'on y vient tout doucement. Mais sûrement, toute vérité est-elle bonne à dire? Qu'en pense Guillemette de Préval au fond, parce que vous Vaste voyez sourire tout à question. l'heure. Oui. Non, mais enfin, c'est ce que dans le dossier, nous, on voulait faire attention à pas que ce soit une injonction, voilà, allez dire, quoi. dites-nous ce que vous avez, allez tout de suite aller voir votre employeur, etc. Le but, c'est, enfin, chacun aussi doit quel est le bon moment aussi pour chaque personne. Et en fait, comme un peu Rémi l'a expliqué tout à l'heure, il y a un moment où on sent qu'on n'est plus on est tellement tiraillé dans tous les sens qu'on n'est plus heureux, etc. Donc là, il faut Ouais. au moins sentir ces signaux et se dire, bon, ok, là, il faut que j'en parle, il faut que j'avance. Et en fait, parfois, on projette aussi beaucoup sur l'autre que ça va pas être bien reçu, alors qu'en fait, Il se passe l'autre crème, est quoi. aussi capable de Ouais. l'entendre. Donc, c'est aussi un peu, voilà, encore une fois, Croire en l'autre communiquer aussi, quoi. et Croire en le oui, voilà, manager, croire un petit peu C'est ça. quand même en l'humanité qui reste sur cette terre. quand même un Je suis peu. très désespérée cet après-midi. Oh Je sais pas ce qui non. m'arrive. Emmanuel Cadier-Gauthier, même question, même réponse ou pas? Toute vérité est-elle bonne à dire? Toute vérité bonne à dire. Je dirais le dire à son médecin du travail, je vais le répéter parce que je pense que Ouais. on a vraiment un rôle de conseil et on est soumis au secret médical. On n'a hein. rien à perdre à le dire à son médecin du travail. Ah C'est non, ce que vous êtes en on train n'a de dire. rien à y perdre. Et souvent, les gens n'osent pas le dire en disant « Oh là là, mais mon Dieu, le médecin du travail, il va me mettre inapte ». Et il va le dire à tout le Non. monde. Ouais. On va essayer de trouver une solution. Et puis, il faut savoir aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le médecin du travail, il connaît l'ambiance de l'entreprise. Il connaît les dirigeants, il connaît les personnes, il connaît le climat social. Il sait si c'est une entreprise qui est, comme on le dit dans le jargon, handi-bienveillante
ou pas. Donc, on Ah va bon? pouvoir dire à la personne, non, c'est pas la peine, hein. De toute façon, il n'y aura rien qui sera fait. On va plutôt essayer de travailler sur autre chose et sur une reconversion professionnelle. De toute façon, ça va être mal reçu. Rémi, Donc, ouais, pardon. on a cette connaissance notamment dans les petites entreprises et de la réalisation possible des aménagements ou pas. On sait que dans certaines entreprises, ça va pas être possible. Ouais. Dans d'autres, oui, mais dans Et là, qu'est-ce qu'on certaines, fait? Comment est-ce ce qu'on sera pas fait dans ces possible. cas-là? Comment est-ce qu'on fait? On pousse la personne à partir? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on accompagne. On accompagne. On la pousse pas. Non, On pardon, l'accompagne. un peu Après, brutal ce que c'est je une veux dire. décision. Non. Ouais. Après, en fait, nous, notre mission en tant que service de santé au travail, c'est d'éviter que le travail n'altère la santé physique et mentale du salarié. Ouais. Si on sait que la personne, notamment dans le cadre de handicap psychique, moi j'ai un exemple. Grosse structure de soins, établissement de soins, une grosse clinique, une personne qui vient, que je suis depuis une dizaine d'années, porteuse d'un handicap psychique avec on va dire un trouble des acquisitions scolaires et une petite lenteur, besoin d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Je l'ai vue moi en visite d'embauche il y a 10 ans, pas de problème, elle a fait tout truc, elle avait RPH, tout se passait bien. Mais là, accélération de la vie, accélération des demandes, et en fait, elle ne suit plus le rythme. Ouais. Elle suit plus du Et là, il tout faut le faire rythme. quelque chose, Donc, c'est sûr. Et là, il faut faire quelque chose parce qu'elle va se retrouver en difficulté du fait de son travail. Et il n'y ouais. a pas de possibilité d'adapter le poste de travail. Cette personne-là, en fait, je l'ai accompagnée, je l'ai envoyée voir elle est allée dans un ESAP, parce qu'elle avait déjà travaillé dans un ESAP, donc un établissement d'aide par le travail. Et en fait, je l'ai orientée vers le milieu protégé. Le milieu ordinaire, comme je le disais dans l'article de Moins Lumière, le milieu ordinaire n'est pas une fin en soi. Le milieu, c'est pas nécessairement le Saint Graal. Il y a aussi du milieu adapté avec ouais. Voilà, et du coup, en fait, elle repart. Et c'est voilà. pas la première que j'oriente. Merci pour ce témoignage conseil, si je puis dire. Merci infiniment, chers invités. Merci à vous, Emmanuel Cadic-Gauthier. Merci Guillemette de Préval, Alexandre Lababza et Rémi Tellu pour avoir témoigné. Et je réfère nos auditeurs à ce magazine Ombre et Lumière du mois de novembre-décembre, dévoiler son handicap au travail. Belle question. Une personne sur deux dans sa vie, d'ailleurs, rencontre cette question du handicap accidentel. Donc c'est toujours intéressant pour tout le monde de lire ce dossier et de réécouter l'émission, évidemment. Il y a une très belle couverture en plus. Oui, une très belle couverture. Merci les amis. Merci, chers invités. Merci beaucoup.